L'école dans ma cour vous propose d'aller à la rencontre d'invités qui, dans leur travail de tous les jours, incarnent l'approche du Lab École. Des environnements scolaires conçus comme de véritables milieux de vie qui contribuent non seulement à la santé, mais aussi au bien-être et à la réussite éducative des enfants. Donc, sans plus attendre, je m'appelle Cédric Véraud. Bienvenue à l'école dans ma cour. L'école à hauteur d'enfant, chapitre 1. Si on veut penser nos écoles comme de véritables milieux de vie, on doit garder en tête une question qui peut paraître simple, mais qui est quand même fondamentale. À qui est destinée l'école qu'on travaille à améliorer? C'est une question qui anime le Lab École au quotidien. Puis là, vous allez me dire, la réponse est évidente. On pense l'école pour les enfants. Mais reste que nos écoles sont conçues puis opèrent dans un monde pensé et structuré par des adultes, que ce soit les enseignants, mais on peut aussi aller beaucoup plus tôt dans le processus et penser aux architectes, aux constructeurs de nos écoles, aux fonctionnaires du ministère de l'Éducation, aux membres du personnel scolaire, même aux parents. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est à savoir comment est-ce qu'on peut concilier nos priorités et nos biais d'adultes quand on réfléchit aux manières dont on pourrait faire les choses différemment à l'intérieur de nos écoles pour mieux prendre en compte la réalité, toutes les réalités des élèves. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut penser l'école à hauteur d'enfant? Voir l'école à hauteur d'enfant, c'est une posture que le Lab École s'est efforcé d'adopter dans chacun de ses projets et chacune de ses publications. On risque d'ailleurs de se référer à plusieurs d'entre elles dans les prochains épisodes, alors on vous encourage à les consulter. Ce sont des questions qui vous interpellent au lab-école.com. Donc, comment porter les lunettes à hauteur d'enfant au quotidien? C'est ce qu'on va explorer avec nos premières invitées de l'école dans ma cour, Jeannie-Claude Saint-Yves et Nancy Morin, qui sont toutes deux psychoéducatrices, mais surtout des collègues et des amis, même je dirais dans la vie. Bonjour à vous deux. Bonjour Cédric. Merci d'être là avec nous. Donc, Jeannie-Claude, Nancy, vous collaborez avec le Lab depuis ses tout débuts, vous? Absolument. Moi, dans mon cas, depuis le début, et Nancy est venue nous rejoindre assez rapidement à cause de son expertise. C'est en fait pour ça que c'était naturel pour nous de vouloir lancer ce balado avec vous pour revenir à la base. Donc, je l'ai dit, voir l'école à hauteur d'enfant, cette posture différente, cette manière de faire différente que le Lab tente d'appliquer dans tous ses projets. On le dit encore aujourd'hui, après 8 ans d'activité du Lab École, ça peut encore paraître intangible pour certaines personnes. Concrètement, là, qu'est-ce que ça implique de si différent de voir l'école à hauteur d'enfant, Jeannie-Claude? En fait, c'est d'avoir l'audace comme adulte de repenser les environnements pour qu'ils deviennent des environnements favorables au développement du plein potentiel de tous les enfants. Donc, de réfléchir une école qui va accueillir tous les tempéraments et être très inclusive par rapport au fait de reconnaître les besoins des enfants à travers les propositions qui sont faites. Puis des exemples concrets de ça, parce que là, on va nous dire, certes, il faut aller, entendre les enfants sur ce qu'ils ont à dire, sur ce qu'ils veulent pour leur école, mais qu'est-ce que ça a amené de différent dans la manière dont qu'on conçoit, qu'on utilise les espaces scolaires? Bien, dans les faits, à hauteur d'enfant, ça signifie d'accepter une part de chaos, parce que le mouvement va être ultra important quand on réfléchit l'environnement scolaire à hauteur d'enfant. Les enfants ont un naturel pour jouer, manipuler, s'approprier les apprentissages. Ils vont construire, ils vont détruire, ils vont reconstruire. C'est comme ça que le raisonnement apparaît. Donc, à hauteur d'enfant, logiquement, ça implique une part de chaos parce que c'est dans l'action que mène la réflexion. Donc, dans les exemples concrets, ça serait d'attraper aussi les élans naturels des enfants parce que ça va être un moteur puissant pour réfléchir les besoins des enfants, non pas de les consulter uniquement à l'oral ou de partir un comité consultatif, mais l'idée, c'est de voir comment ils vont utiliser, comment ils vont engendrer ce mouvement-là dans l'école pour être capable de, nous, comme adultes, s'adapter. Mais ça vient avec une part de chaos, ça c'est sûr et certain. Il faut être capable de tolérer ce chaos. Un sain chaos, puis je trouve ça intéressant la manière que tu l'apportes, Nancy, parce qu'évidemment, l'enfance n'est pas faite pour mener une vie toute structurée. Après ça, il y a une part de routine à l'école. Absolument. Tu as mentionné attraper des élans naturels. On pourrait se questionner, c'est bien beau vouloir entendre les enfants, mais concrètement, là, dans le quotidien de l'école, avec tout ce qu'il y a à faire,
comment est-ce qu'on peut mieux saisir ces besoins-là, les besoins réels, puis surtout les distinguer de ce que les adultes peuvent penser être les besoins des enfants, pas tomber dans une espèce de logique prescriptive par rapport à ce dont ils ont besoin ou ce dont on pense qu'ils ont besoin. Donc, comment est-ce qu'on saisit ces élans naturels-là? Bien, dans les faits, on peut y aller de manière individuelle parce qu'il y a des enfants qui vont avoir des besoins particuliers en fonction de leur tempérament, en fonction d'un diagnostic. Donc, comment les enfants utilisent leur environnement si, par exemple, un enfant a des défis pour rester assis à son bureau, bien, on va autoriser cette forme de mouvement-là dans ce qui est possible pour la personne, pour l'enseignant, l'enseignante qui est devant la classe, assurément. C'est sûr qu'il faut que ce soit, somme toute, balisé. Donc, on peut attraper des élans naturels en fonction des besoins individuels, mais l'environnement, l'espace, ça devient une opportunité pour les enfants. Donc, il faut aussi observer puis attraper les élans naturels de groupe sur une cour, dans un gym. Alors, nous, on a développé un langage là, qu'on aime bien propager, qui est observer les jeux cachés des enfants. Donc, les jeux cachés, c'est tout ce que les enfants font pendant que les adultes ne les regardent pas. Et probablement, Cédric, que tu as déjà fait ça, des jeux cachés dans ton école. Et au lieu de les interdire et de remettre des règles, l'idée étant de les promouvoir puis de dire aux enfants, ben si c'est amusant, on va encadrer la pratique. Donc, c'est toujours les adultes qui vont encadrer la pratique, mais donner des autorisations aux enfants. Comme par exemple, un exemple très concret, la première neige qui arrive, bien, au lieu de dire aux enfants, on ne lance pas la neige, mais on va organiser ensemble. Quand la première neige va arriver, là, peut-être qu'on va avoir le goût de la lancer. Comment on peut la lancer pour en faire un apprentissage et non pas une interdiction? Donc, on va fabriquer des cibles avec du carton recyclé qu'on va aller installer sur la clôture. On va peut-être faire du travail d'équipe coopératif. On va avoir une préoccupation pour le recyclage, de réutiliser les objets. Donc, ça va devenir un projet de petits groupes, de grands groupes, de groupes écoles, peu importe. Et l'idée étant de dire aux enfants, ben si c'est amusant et si ça nous rapproche de développer des habiletés sociales ou d'apprentissage, donc, ça a une valeur et c'est ça qu'on va aller utiliser. Donc, l'élan naturel, c'est comment on laisse l'enfant nous instruire du talent qu'il a pour le bonheur. Et nous, ben, on va proposer des environnements qui sont cadrés, contrôlés quand même, mais où l'enfant a une belle liberté de nous rapprocher, nous aussi, comme adultes, de ce bonheur qu'on a peut-être oublié en chemin. Là. Puis là, je vous entends, puis en fait, j'imagine déjà des gens nous dire « c'est bien beau tout ça ». Mais Nancy y a un peu touché en mentionnant la charge qui incombe déjà au personnel enseignant, entre autres, puis à tout le personnel qui soutient en classe ou à l'extérieur de la classe, des besoins particuliers qui, on sait, sont de plus en plus prononcés. Comment est-ce qu'on peut doser cette volonté de s'adapter à cette saine dose de chaos-là dans l'école, puis de laisser aller les élans naturels des enfants, tout en finalement composant avec non seulement les structures administratives, les règles, les normes qui sont nécessaires pour qu'une école fonctionne, avoir juste assez de souplesse finalement pour pouvoir appliquer cette recette-là que vous proposez, mais sans non plus tomber dans le piège d'une vision peut-être trop idéalisée de l'enfance, de qu'est-ce que l'enfant peut dicter, ce qui devrait ou ne devrait pas avoir lieu à l'école, comment les choses devraient fonctionner. Donc, qu'est-ce que vous répondriez à ces doutes-là que certaines personnes pourraient avoir parce qu'on ne veut pas non plus décharger toute cette désorganisation-là finalement sur le personnel. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, faire les choses autrement. Nous, on répète souvent aux gens qu'on accompagne dans les écoles que c'est un chemin de pratique. OK? Donc, il faut, puis souvent, pour les rassurer, on va leur dire, on va partir du connu vers l'inconnu pour essayer d'accepter, de composer, de négocier avec ce chaos-là qui se présente. Puis il faut qu'on le fasse consciemment aussi parce que dans l'observation, dans la capacité d'écoute, les gens font très bien. Puis nous, on part tout le temps, j'oserais dire tout le temps du principe que les adultes font mieux au moment où ils le font avec les données qu'ils ont. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller à petits pas, à petites bouchées pour se dire, OK, bien, ce moment-ci, on le prend justement pour attraper les élans naturels parce que quelqu'un qui décide d'utiliser cette stratégie-là, puis qui se dit, bien, je ne balise pas
c'est sûr que le chaos va être déstabilisant à la fin d'une journée. On ne change pas le modèle du jour au lendemain. Absolument pas. Donc, il faut se donner des petits moments, des petits espaces pour être capable de cibler ce dont les enfants ont besoin. Et souvent, avec les années de pratique, on se dit aussi qu'il faut éviter nos yeux d'adultes de temps en temps. Tu sais, il faut vraiment, à hauteur d'enfant, ça fait aussi partie des stratégies. Il faut réfléchir les besoins des enfants en fonction de mettre nos lunettes d'enfant. J'oserais rajouter que c'est souvent dans des rencontres de cerveau, là, c'est-à-dire que le Lab École nous a permis d'avoir des stratégies novatrices à mettre en place. Donc, on a fait des rencontres de cerveau avec les équipes écoles. Nous, on s'occupait, par exemple, des gens du préscolaire, de se faire rencontrer ensemble, en virtuel, et de se mettre au défi. Bon, il se passe ça dans mon école, je ne sais pas comment le contourner. Eh bien, c'est à force de ces rencontres-là où est-ce que tout le monde a une partie d'un début d'une solution, que là, les personnes se font une solution à la couleur des besoins dans leur école. Et c'est ça qui emmène les changements de pratique, c'est ce qu'on appelle les projets pilotes. Essaye-le pendant 2 semaines, puis essaye de voir au-delà des appréhensions du départ, y a-tu des avantages? Et là, les gens essaient, puis ils font « Hey, mais mon Dieu, j'ai invité les familles et elles ont répondu présent. C'était beau de voir les enfants en action. Ils étaient fiers que leurs parents mettent le pied à l'école de cette belle façon-là. » Donc, les rencontres de cerveau qu'on appelle les COP ou les communautés de partage de pratiques, ça l'a permis ça. Et c'était ça toute l'innovation du Lab École, c'était que d'emblée, on ne fermait pas la porte à des stratégies, on les essaie. Puis on a le courage de les évaluer. Donc, c'est pas des stratégies qui figent dans le temps. Ce sont vraiment des stratégies qu'on remet en question. Et il y a beaucoup de pratiques réflexives. Si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Si on le change autrement, est-ce que ça donne de meilleurs résultats? Donc, je pense que c'est vraiment le mouvement, mais le mouvement aussi dans la réflexion qui va donner le changement, les changements qu'on a vus de pratique au Lab École. Ce sont des humains qui travaillent avec des humains. Alors, si on leur demande de prendre soin autrement, il faut prendre soin autrement des adultes qui accompagnent les enfants. Puis d'ailleurs, cette volonté, entre autres, d'amener les familles dans l'école, on va l'aborder dans un prochain segment sur l'ouverture de l'école, sur son quartier, sa communauté. Là, j'ai une grande question pour vous, pour conclure. Je ne vais pas vous donner le vertige, mais vous nous avez mentionné, lorsqu'on préparait ce balado, que votre collaboration avec le Lab École vous a permis de transférer des concepts d'architecture dans votre quotidien d'intervention. Donc, ma grande question de la fin pour vous, c'est que ce soit en termes d'outils de psychoéducation qu'on devrait appliquer dans des projets d'innovation scolaire, là, futurs ou actuels, ou même directement sur l'aménagement, là, de par votre expérience, quel changement souhaiteriez-vous voir dans la façon dont on conçoit et utilise les espaces scolaires à l'avenir? C'est une belle grande question. Belle grande question. Ben, de se garder en mouvement par rapport au changement, d'avoir de l'audace, de donner des autorisations, d'accepter que les enfants peuvent nous instruire sur leurs besoins si on prend le temps de les observer, si on prend le temps de travailler à hauteur d'enfant avec eux, donc dans des sessions où on va passer par le jeu, par exemple, où on va faire une assemblée de cuisine avec des enfants pour dire, bon, là, nous, on a ce problème, par exemple, au terrain de soccer, ça génère beaucoup de conflits. Comment on pourrait arriver à cette solution? Et pendant qu'on fait ça, on est en train de façonner des petits humains dans une communauté restreinte qui s'appelle l'école, mais on va aussi leur donner le talent pour le futur. Donc, quand ils arriveront dans une communauté plus grande, ben ils seront sûrs de leurs paroles, ils pourront avoir des débats sans se sentir déstabilisés. Comment faire société, finalement. Oui, parce que c'est ça le but. Hein? L'école, c'est la première place de socialisation des enfants et des familles dans le cadre scolaire. Donc, c'est super important pour nous que chaque humain soit considéré, puisque c'est ton milieu de vie. Tu as sûrement une opinion, eh bien, on va en prendre compte, mais on va prendre compte de l'opinion de tout le monde. Donc, on a vraiment des habiletés à travailler, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Et le Lab École a permis de créer un terrain de jeu
quand même révolutionnaire et nouveau dans le sens des autorisations qui étaient données aux enfants puis aux adultes qui habitaient ces endroits. On a effleuré beaucoup de concepts ensemble aujourd'hui en peu de temps. Donc, j'ai envie de vous poser la question. S'il y avait une chose que vous aimeriez qu'on se rappelle de votre contribution à la démarche du Lab École ou une idée à se rappeler, qu'elle soit issue de votre pratique en psychoéducation ou pas, quelle serait-elle, Nancy? Eh bien, nous avons un mantra que nous répétons souvent, que ce soit en mode clinique ou en mode accompagnement plus large, peu importe. Alors, notre mantra est le suivant. Il faut nourrir le corps des enfants, gagner leur cœur en proposant des éléments pour lesquels ils ont de l'intérêt ou des interventions ou des accompagnements pour lesquels ils ont de l'intérêt pour que ça s'imprègne dans le cerveau. Donc, je le fais de façon accélérée, nourrir le corps, gagner le cœur pour ouvrir l'esprit. Alors, c'est vraiment cette notion de mouvement-là qui va générer des apprentissages chez les enfants. Ça, c'est le chemin pour les enfants. Puis ce qu'on veut laisser aussi aux adultes, c'est la certitude que l'apprentissage, ça se passe en bougeant, en expérimentant. Donc, c'est vrai que ça va faire peut-être un petit peu plus de bruit, mais c'est un bruit d'apprentissage, donc il est riche et fabuleux. C'est de la vie dans l'école. Exactement. Je me tourne vers toi, Nancy, pour le mot de la fin. La même question, mais aussi, qu'est-ce qui te motive à poursuivre sur le chemin vers des écoles contemporaines? Bien, moi, j'attrape le mot autorisation que Janie a utilisé parce que ça aussi, c'est un concept clé dans nos accompagnements. Il faut autoriser les enfants et il faut que les adultes s'autorisent aussi parce que il peut y avoir des freins. Donc, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est vraiment davantage la prise de risque. Les adultes ont tout à gagner de prendre davantage de risques dans l'utilisation des espaces. Quand c'est nouveau, c'est déstabilisant, mais les gens ont peut-être plus tendance à peut-être essayer des choses. Mais quand on est dans un cadre connu, ben on a tendance des fois à répéter des éléments qu'on fait depuis toujours, qui sont, ma foi, tu sais, il y a des stratégies qui sont gagnantes assurément, mais de générer ça, cette prise de risque-là, moi, je trouve que dans l'utilisation de l'espace, c'est ça qui m'inspire le plus. Donc, on va, par exemple, cesser d'exposer des œuvres des enfants sur les murs, mais on va y aller plus en suspension. Dans une classe, on pourrait décider d'exposer sous les bureaux. C'est vraiment d'envisager l'espace, l'environnement, l'utilisation de l'espace, de l'envisager autrement. Donc, moi, j'encouragerais beaucoup la prise de risque. Je trouve ça stimulant d'avoir des gens qui ont de l'audace en éducation pour faire les choses autrement. C'est très, très inspirant. Et c'est un peu ce qu'on se fait dire presque tous les jours comme élève, même comme étudiant un peu plus vieux, c'est-à-dire c'est correct de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Absolument. C'est une grande capacité d'apprentissage, les erreurs. Merci à toutes les deux. C'était fort instructif. Puis j'ai déjà hâte de voir ce que nous réserve la suite. Merci Cédric.